Walter Fingan s'immobilisa en plein pas, fixant la bosse familière derrière son abri de jardin. Après la longue fonte hivernale, elle semblait encore plus haute, juste assez pour l'inquiéter. Marie insistait qu'il se faisait des idées, mais il connaissait trop bien son terrain. Quelque chose sous la terre poussait vers le haut, année après année. Il avait déjà creusé à cet endroit une décennie plus tôt, lorsqu'ils avaient acheté la maison. À plusieurs pieds de profondeur, il n'avait trouvé que des racines enchevêtrées et de la terre humide, alors il avait conclu qu'il s'agissait d'une vieille souche oubliée par le temps. Pourtant, la butte continuait de s'élever, lente et obstinée, défiant toute explication. Par un matin d'août de printemps, la curiosité finit par l'emporter sur la patience. Walter prit sa pelle, s'avança dans la terre meuble et creusa plus profondément que jamais. La lame racla quelque chose de solidement ancré, puis un claquement métallique aigu retentit, si déplacé dans la quiétude du jardin qu'il lui coupa le souffle. Mais avant de commencer, écrasez le bouton « J'aime », assurez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. 10 ans plus tôt, Walter et Marie avaient troqué le bourdonnement incessant de la circulation urbaine contre la promesse tranquille de la vie en banlieue. Leur nouvelle maison se trouvait dans une rue paisible bordée de jeunes familles et caressée par de douces brises. C'était exactement le nouveau départ qu'ils désiraient après des années passées dans des appartements exigus et des nuits agitées. Le jour de l'emménagement, Marie s'était tenue sur le perron, respirant profondément, comme si elle goûtait à la liberté elle-même. Walter ressentait la même chose. Ce premier soir, ils parcoururent le jardin arrière, admirant les grands érables dont les ombres mouvantes dansaient sur l'herbe. Le petit cabanon en bois penchait légèrement, mais avait du charme. Même l'étrange bosse près de lui semblait inoffensive. Ce n'était qu'une bizarrerie de plus dans un vieux jardin qui prenait sa place. Les premières années de leur mariage s'écoulèrent doucement. Walter construisit des bacs à herbes surélevés tandis que Marie choisissait des couleurs de peinture qui illuminaient chaque recoin de la maison. Poussé par la curiosité, Walter décida un jour d'enquêter sur la mystérieuse butte. Armé d'une pelle et d'optimisme, il creusa sur plusieurs pieds, s'attendant au moins à trouver un amas de racines ou des déchets enfouis. Mais la terre ne révéla rien d'autre qu'un sol ordinaire. Aucune explication, aucun secret. Marie l'observait depuis le perron, amusée, tandis qu'il s'essuyait le front en haussant les épaules. À la tombée du soir, le mystère s'était déjà dissipé de leurs esprits. La vie offrait trop de choses concrètes sur lesquelles se concentrer, le travail, les amis, les habitudes, les rêves. La bosse n'était qu'un détail de décor, englouti par le confort de la vie qu'ils construisaient ensemble. Les années passèrent dans un flou rassurant. Ils organisaient des barbecues sous des guirlandes lumineuses. Leurs chiens poursuivaient les écureuils avec une détermination presque digne, et Marie entretenait des plates-bandes éclatantes de couleurs. Walter s'installait dans des routines qui lui donnaient le sentiment d'une vie enfin sur la bonne voie. La seule chose qui ne s'intégrait jamais vraiment était la butte silencieuse près du cabanon, que leur chien Jasper évitait toujours. Chaque printemps, Walter la remarquait à nouveau, légèrement plus haute, légèrement plus large. Marie affirmait qu'il ne s'agissait que d'un mouvement naturel du sol, un caprice d'une terre vieillissante. Mais Walter ressentait un malaise constant, une intuition silencieuse lui disant que la terre ne devrait pas se comporter ainsi. Pas avec une telle régularité, pas avec une telle obstination. Il interrogea les voisins pour savoir s'ils se souvenaient de quelque chose d'inhabituel concernant la propriété. Chacun haussa les épaules, vieille terre, racines mouvantes, gel, argile. Leur réponse désinvolte l'inquiétait plus que le silence. Seul M. Hollis, le plus âgé du quartier, évoqua un souvenir vague. La maison appartenait autrefois à un homme discret qui restait dans son coin. Il entretenait sa pelouse, avait une famille, rentrait chez lui après la tombée de la nuit. Rien de remarquable, du moins pas à première vue. Au retour du printemps, Walter décida qu'il ne pouvait plus ignorer la butte. Elle semblait plus imposante que jamais. Il choisit un week-end, sortit ses outils et se prépara à creuser. Le sol dégelé paraissait presque accueillant. Marie l'observait depuis la fenêtre de la cuisine, l'inquiétude marquant son visage. Elle lui rappela d'autres projets inachevés. Mais Walter secoua la tête.
La butte était devenue une promesse de vérité qu'il ne pouvait plus repousser. Ce matin-là, elle sortit et lui demanda doucement d'être prudent. Et si c'était d'anciennes canalisations dangereuses, des produits chimiques enfouis, quelque chose d'instable? Sa voix tremblait malgré ses efforts pour rester calme. Walter lui serra la main et lui promit qu'il s'arrêterait au moindre danger. Même si l'angoisse lui serrait la poitrine, il enfonça la pelle dans la terre, creusant plus profondément qu'il ne l'avait fait 10 ans auparavant. La terre végétale humide céda la place à une argile compacte et à des sédiments granuleux. Chaque coup faisait vibrer ses bras comme un battement régulier. À mesure qu'il creusait, le sol changeait. Plus il descendait, plus la matière semblait étrange. La sueur perlait dans son dos malgré l'air frais. Son pouce accélérait à chaque mouvement. Puis, alors qu'il s'apprêtait à frapper encore, la pelle tressaillit violemment dans ses mains. La lame avait heurté quelque chose de solide. Cette fois, le son était creux, résonnant dans la terre d'une manière qui lui hérissa la peau. Walter s'immobilisa, le cœur battant, réalisant que le mystère qui l'accompagnait depuis une décennie était sur le point de se révéler. À genoux près de la surface mise au jour, il écarta la terre humide de ses mains tremblantes. Un angle rouillé apparut, captant la lumière dans un éclat rougeâtre terne. C'était du métal, ancien et intentionnellement enfoui. Après avoir élargi le trou, le contour complet apparut, un lourd coffre rectangulaire au design militaire. Sa peinture verte délavée était marquée de rouille, les loquets gonflés et presque soudés. Il glissa la pelle sous un coin et fit levier. Le loquet céda avec un craquement sec, et le couvercle s'ouvrit en grinçant. À l'intérieur reposait un pistolet, des bandes de munitions, du métal terni et plusieurs grenades soigneusement enveloppées dans une toile huilée devenue fragile. Walter recula brusquement, le souffle coupé. Il trébucha presque dans le trou. Pendant 10 ans, il avait tondu et jardiné au-dessus d'explosifs bien réels. Marie apparut dans l'embrasure de la porte, son incompréhension laissant place à l'horreur en voyant son expression. Il pointa le trou sans un mot. Elle poussa un cri et l'entraîna loin de la fosse. Les mains tremblantes, elle appela les secours, décrivant des explosifs enterrés et des grenades rouillées. En quelques minutes, des sirènes résonnèrent dans la rue. La police arriva, suivie d'une unité de déminage. Ils examinèrent le coffre, parlèrent à voix basse, puis le soulevèrent à l'aide d'outils renforcés pour le placer sur un chariot résistant aux explosions. Un agent s'approcha de Walter et Marie une fois le danger sécurisé. « Vous avez bien fait de nous appeler », dit-il calmement. Des dispositifs datant des années 30 ou 40 pouvaient encore être actifs, et il était remarquable qu'ils soient restés stables si longtemps. C'était une chance, ajouta-t-il, qu'ils aient été découverts ainsi. Un autre technicien précisa que la corrosion les rendait particulièrement dangereux, le moindre changement de pression, d'humidité ou de température aurait pu provoquer une catastrophe. Une fois la zone dégagée et le coffre emporté, un technicien en géologie resta dans le jardin. Agenouillé près de la terre retournée, il préleva des échantillons et expliqua comment un objet enfoui si profondément pouvait remonter à la surface. Il décrivit le phénomène de soulèvement dû au gel. Chaque hiver, l'humidité piégée sous la boîte gelait et se transformait en lentilles de glace qui poussaient vers le haut. Au printemps, la fonte laissait des poches creuses remplies ensuite par de la terre meuble, permettant au cycle de recommencer. Pouce après pouce, année après année, le coffre avait été soulevé vers la surface. L'explication était logique, presque apaisante. La nature avait révélé ce que des mains humaines avaient caché. Pourtant, Walter ne ressentit aucun soulagement. Le véritable mystère n'était pas la manière dont le coffre avait émergé, mais la raison pour laquelle il avait été enterré sous un paisible jardin de banlieue. Après le départ des véhicules, Walter resta dehors, incapable d'écarter l'impression qu'il manquait encore quelque chose. En rassemblant ses outils, il remarqua près d'une racine un petit objet à moitié enfoui, une pochette en cuir, assouplie par le temps, que l'unité de déminage n'avait pas vue. Il s'accroupit et la dégagea délicatement. À l'intérieur se trouvait une photographie usée. On y voyait un jeune homme en manteau épais tenant une sacoche en toile près d'un camion de transport. 2 autres hommes se tenaient derrière lui. L'un des visages était violemment rayé. Un petit papier plié, rédigé en italien, l'accompagnait.
Sous la lumière du porche, Walter déplia la note fragile. La plupart de l'encre s'était effacée, mais une phrase restait lisible. « Si je ne reviens pas, dites à ma famille que j'ai essayé. » Ces mots le glacèrent. Cet enfouissement avait été fait dans l'urgence. Ne sachant par où commencer, Walter envoya des photos des objets à un historien en ligne spécialisé dans les archives italo-américaines de la Seconde Guerre mondiale. La réponse arriva quelques heures plus tard. Selon l'historien, le ton du message ressemblait à ceux laissés par des coursiers des quais impliqués dans des expéditions illicites transitant par des ports contrôlés par la mafia. Beaucoup de ces hommes disparurent dans les années 40, punis pour avoir trahi des réseaux criminels ou tenté de leur échapper. On disait souvent aux familles qu'ils avaient été perdus à la guerre. En retournant la photographie, Walter distingua une inscription pâle, Moretti 1,944. Aux archives du comté, il retrouva le premier acte de propriété de sa maison, daté de 1,948. Le nom de l'acheteur ressortait, Augusto Moretti, un docker qui avait acquis la propriété peu après la Seconde Guerre mondiale avant de disparaître l'année suivante sans régler ses taxes. De vieux journaux reliaient Moretti à une enquête pour contrebande sur le front de mer de Brooklyn en 1946. Une note le mentionnait comme disparu après un interrogatoire. Ensuite, plus rien. Les registres publics conduisirent Walter vers un descendant vivant, un petit-fils nommé Daniel Moretti. Walter lui envoya un message prudent expliquant sa découverte. Daniel appela le soir suivant. Sa voix trahissait le choc et un chagrin longtemps contenu. La famille ne possédait que des fragments d'histoire. Osto était parti pendant la guerre et n'était jamais revenu. Aucun corps, aucune réponse. Ils convinrent de se rencontrer. Dès qu'il vit la photographie, Daniel reconnut son grand-père. Osto avait travaillé comme coursier sur des quais contrôlés par la mafia pendant la Seconde Guerre mondiale, transportant des cargaisons illicites. Il disparut la nuit où il tenta d'abandonner cette vie. Les récits familiaux disaient qu'il avait encore une dernière livraison à effectuer avant de rentrer. Walter lui montra la note. Daniel traduisit les mots restants, Osto demandait pardon et promettait qu'il avait essayé de revenir. C'était le premier véritable message que la famille recevait de lui. Le visage rayé sur la photo appartenait probablement à Enrico, le supérieur d'Osto, considéré comme la dernière personne à l'avoir vu vivant. Walter expliqua que le coffre ne contenait que des armes et des munitions. Il semblait probable qu'Osto les ait enterrés à la hâte, peut-être en réalisant qu'il était suivi. S'il avait l'intention de revenir les récupérer, il n'en eut jamais l'occasion. Il évoqua aussi le soulèvement du haut gel qui avait lentement ramené le coffre vers la surface au fil des décennies. Daniel fixa le jardin. La terre elle-même avait révélé la vérité, pouce après pouce. Pour lui, la découverte mettait fin à des générations de doutes. Sa famille avait craint qu'Osto les ait abandonnés. Désormais, il savait qu'il tentait d'échapper au danger et de rentrer chez lui. Walter se sentit honoré d'avoir pu apporter cette clarté. Ils se quittèrent avec gratitude. Daniel promit de partager la photographie et la note avec sa famille, les réponses qu'ils attendaient depuis des décennies. De retour chez lui, Walter s'arrêta au bord du jardin. L'endroit où la butte s'élevait autrefois ne lui paraissait plus inquiétant. Il ressemblait désormais au lieu de repos d'une histoire qui avait attendu patiemment de refaire surface. Ce soir-là, lui et Marie s'assirent sur le perron tandis que le crépuscule adoucissait le ciel. Le jardin semblait plus léger, comme libéré d'une tension ancienne. Walter observa les lucioles flotter au-dessus de l'herbe. La terre était enfin immobile, son fardeau levé. Ce qui avait commencé comme une simple curiosité avait relié le passé au présent. Certaines vies disparaissent sans laisser de traces.